Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire. On va laisser le temps aux gens d'arriver. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à faire un petit coucou, à vous montrer actif. En attendant, je me présente. Moi, je suis Mathieu, je suis le CTO de TPC. Je m'occupe avec mon équipe de gérer la partie technique des produits de TPC, donc tous les outils qu'on utilise en interne pour animer et mettre en relation les talents et les entreprises. Et je vais animer aujourd'hui ce webinaire avec Gilles de Datadome. Alors Gilles, il travaillait, il a fait une expérience assez particulière parce qu'il a fait 12 ans chez Dassault et avant de rejoindre Datadome, et Datadome qui est en train un petit peu d'exploser à l'international. Et il va nous parler de comment ça s'est passé, comment ils ont absorbé les montées en charge. Aujourd'hui, donc Datadome, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de protection contre les bots et la fraude en ligne qui est aujourd'hui utilisé par des entreprises assez prestigieuses d'ailleurs à travers le monde, comme New York Times, TripAdvisor, Blablacar, Hermès, Rakuten, un peu sur les 5 continents et avec des grands noms comme ça. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il va nous dire comment ils ont fait en sorte de tenir le coup techniquement pour suivre le rythme de l'évolution du business. Euh, on va attendre encore un petit peu que les gens arrivent. Donc, si vous avez des questions à poser, on fera un Q&A à la fin. L'idée, c'est de les poser dès que vous les avez sur le chat et on vous donnera la main à la fin. Donc, on reprendra les questions, on essaiera de les ordonner un petit peu, de les classer, etc. N'hésitez pas à mettre les questions vers tout le monde et pas juste les autres les panélistes. C'est toujours plus intéressant. Et puis, après le live, on vous enverra un petit mail dans l'après-midi, probablement avec un récap des points clés. Et d'ici quelques temps, on fera un replay, on mettra à dispo à travers la newsletter. Voilà, voilà. On envoie, on attend, midi 2, on peut peut-être attendre encore quelques minutes. Euh, bon, ça continue d'arriver. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le chat. On est ravis de vous accueillir et pour un sujet qui devrait plaire à tout le monde, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet bonheur, c'est un sujet, tout se passe bien, ça grandit à fond les ballons, et c'est dommage d'ailleurs de pas être prêt, c'est-à-dire que c'est un peu le risque effet Slashdot, enfin, ça fait comme ça à l'époque, ça a eu différents noms, mais le moment où il y a une grosse montée en charge qui fait que tout se casse la gueule et que là où ça devrait impressionner les gens et quand on va en bénéficier, finalement, on se prend plutôt en retour de bâton. Donc comment éviter ça? C'est le sujet du jour. Je pense qu'on est assez nombreux pour envoyer, donc Gilles, je vais te laisser la main et puis c'est parti. Ok, je partage l'écran. Hop, vous me dites si vous voyez bien. Parfait. Hop, je passe là. Et ben c'est parti. Donc bonjour à tous. Moi aujourd'hui je vais vous parler donc de ce qu'on appelle l'hyperscaling. Le sujet ça va être de s'assurer que la tech soit pas un showstopper pour le business. Il y aura un enjeu aussi bâtir des équipes tech résilientes et agiles pour le business. Donc en guise d'agenda, donc on va commencer par une petite introduction. Je vais me présenter, même si j'ai pas beaucoup parlé de moi, présenter un peu Datadome, définir un peu ce que c'est que le scaling, pourquoi on va en parler aujourd'hui, et vous faire un retour d'expérience sur les 5 ans qu'on a connus chez Datadome avec un scaling x10 sur ces 5 ans. Alors, en guise d'introduction, je me présente, je suis Gilles Valbro, donc je suis CTO actuellement chez Datadome. Je m'occupe de toute la partie tech, donc de l'infrastructure jusqu'à la partie dashboard, donc produit, en passant par la recherche et toute la partie moteur d'analyse de données. Donc mon carrière passe, ce que j'ai fait, donc comme le disait Mathieu tout à l'heure, donc moi j'ai commencé l'informatique tout petit. Pour les plus vieux d'entre vous, j'ai commencé en basique sur un TO770 quand j'étais tout gamin. Et donc je suis tombé dans le code très très vite. Naturellement, j'ai fait une école d'informatique quand je suis sorti de mes études après le bac, etc. Donc j'ai fait l'EPITA, spécialisation IA. Ensuite, j'ai évolué donc chez Dassault Systèmes, comme le disait Mathieu, pendant les premières années de ma carrière d'ingénieur R&D développeur classique jusqu'à directeur en passant par les phases d'évolution dans la partie managériale. Donc ma particularité, c'est qu'au bout de 2 ans, je suis devenu manager chez Dassault. Et après, j'ai évolué dans cette track-là avec une forte dimension technique jusqu'à devenir chef de département. Ensuite, j'ai choisi d'évoluer, je dirais par plafond de verre, choisi d'évoluer dans une autre entreprise. J'ai rejoint Datadome en Head of Engineering tout d'abord, évolué vers un poste de VP et CTO depuis maintenant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Voilà, pour mon carrière pass, pour illustrer un carrière pass assez classique à la tech, avec une track très managériale.
Alors, qui on est chez Datadome? Donc, le but, c'est de vous poser un peu le contexte et pas vous faire une présentation commerciale du produit. Donc, on est une solution de protection contre les bots et de lutte contre la fraude en ligne. On protège nos clients des attaques que vous voyez à l'écran, en fait. Donc, les plus connus médiatiquement, c'est l'attaque DDoS, attaque de credential stuffing, d'account takeover ou de scrapping. Un exemple, c'est les rafles qu'on voyait sur la PS5 quand elle est sortie, avec des bots qui raflaient tous les stocks et qui les revendaient après sur un marché parallèle. On protège donc nous des endpoints web essentiellement, donc on ne fait pas du TCP, on fait de l'HTTP. Donc on protège les endpoints web classiques, mobiles et API. Donc on protège une surface d'attaque assez large sur les endpoints web. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de débarrasser le web du trafic frauduleux. On est présent donc sur New York, Paris, Singapour. Quelques logos, voilà, je vous ai listé ici quelques logos pour que vous voyez qui on protège dans le monde et la localisation de nos différents bureaux. Voilà, il y a quelques beaux logos qu'on a signés depuis que je suis arrivé qui ont bien excité les équipes quand on les a vus arriver. Donc historiquement très e-commerce français et après on s'est développé aux US et en Asie et on a élargi un peu notre scope, on va en reparler. Donc aujourd'hui, c'est 350 clients, un peu plus de 350 clients protégés. On est un peu plus de 160 aujourd'hui, on tend vers les 180 maintenant, avec une grosse dominante R&D. On inclut dans la R&D donc toute la partie qui est chez moi, la partie tech pure, la partie social engineer et la partie support. Ensuite, on est sur donc 3 bureaux, on l'a vu. On est à un peu plus de 10 milliards de requêtes HTTP processées chaque jour avec une latence très faible, on le fait en quelques millisecondes. Et on détecte un nouveau pattern de bad bot à peu près toutes les millisecondes. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus sur l'entreprise et puis le produit aujourd'hui. Pourquoi on se réunit? C'est pour parler du scaling. Alors déjà, pourquoi on va s'en parler aujourd'hui? Donc le but de ce talk, ça va être essentiellement de décrire un challenge qui est commun à beaucoup de startups et de sociétés en croissance, qui est le scaling et accompagner cette croissance-là. Nous, on a fait un x10 en 5 ans. Au début, on grossissait, on doublait tout tous les ans. On a rencontré, à mon sens, quelques challenges qui valent le coup d'être partagés. Et on aimerait partager ces learnings-là à l'audience pour potentiellement que vous en inspiriez si vous avez le même problème ou que vous amélioriez ce qu'on propose, sachant que vous allez probablement avoir les mêmes challenges à mesure que l'entreprise grossit. Donc c'est pas une solution magique, je préviens. Voilà, c'est notre expérience à nous. C'est pas un handbook pour arriver à scaler. On n'a pas écrit un livre ici. Donc suivez pas ça à la lettre, mais c'est des petits conseils et des petits tricks qu'on a pu avoir basés sur notre expérience. Ok. Alors prenons un petit temps de réflexion. Donc là je vous demande de réfléchir sur ce que c'est que le scaling pour vous. N'hésitez pas à le partager. Je vais ouvrir le chat aussi. N'hésitez pas à le partager sur le chat si vous avez des commentaires sur cette question-là. Vous prenez juste quelques petites secondes pour réfléchir aux enjeux de scaling pour vous et ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mon expérience du scaling sur ces dernières années. Donc j'ai choisi de le représenter comme ça, avec un train lancé à grande vitesse sur des rails. Pour moi, le scaling, ça a été quelque chose qui est porté d'abord par le business. Donc les rails, c'est vraiment le business qui drive la direction. Et au quotidien, on est vraiment sur cette track-là. J'ai choisi de mettre la vision sur le phare parce que c'est vraiment la vision qui va vous donner le chemin et vous éclairer sur les prochaines étapes. C'est elle aussi qui va engager les équipes. Euh, et en fait, au quotidien, donc la force motrice, ça va être essentiellement dépensé dans du run. À mesure que l'entreprise va grossir, en plus, plus elle va grossir, plus le run va prendre une part importante. Et c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête pour bien gérer ce ratio run-build. On va en reparler encore une fois dans la presse. Et c'est important à garder en tête pour gérer le quotidien. Comment je l'ai vécu moi et comment l'a vécu une partie de l'équipe? On a l'impression vraiment d'être poussé aux fesses par une force motrice importante qui est le business, essentiellement quand vous êtes sur le bon marché avec cette sensation d'être vraiment de se suivre une cadence qui est très très forte, par moment de se sentir un peu dépassé, par moment moins, à mesure que on a le pied sur l'accélérateur au niveau du business. Une levée de fonds, par exemple, ça va propulser un coup, ça donne de la visibilité aussi à l'entreprise. Et c'est aussi donc il y a des petits perturbations sur les rails, des petits trous, des petites bosses des fois, soit parce qu'il y a un coup dur, un client qu'on perd, ou ce genre de choses,
soit parce que, ouais, effectivement, on a fait une levée de fonds, on a signé un beau logo, etc. Donc il y a aussi un mood qui est des fois un peu en dents de scie. Mais globalement, c'est vraiment cette force motrice que je retiens, c'est-à-dire on est projeté vers l'avant, et cet avant, il faut bien le définir, il faut que la vision soit porteuse là-dessus. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Hop. Donc je vais aller direct dans le vif du sujet, le retour d'expérience sur ces 5 années et le scaling x10. D'abord un petit laïus sur ce que c'est que scaler le business. Donc je vous ai dit, c'est le business qui porte cette force motrice. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous? 3 axes de développement majeurs. D'abord un axe géographique. On a choisi d'aller, comme vous l'avez vu, aux US. On a été historiquement en France, aux US et en Asie. Alors ça veut dire différentes time zones à gérer aussi. Donc le business porte ça, il y a un choix stratégique, mais il y a aussi un corollaire à ça. Différentes time zones, ça veut dire du run aussi qui vient avec. Il y a une culture de l'asynchrone à développer, une culture du remote à développer aussi en préalable, sinon ça va engendrer des conflits et du run au quotidien. Différentes cultures, ça veut dire aussi qu'il va falloir coacher les équipes. Il y a peut-être des nouvelles frictions qui vont se produire entre la culture américaine, la culture française, les cultures asiatiques. Des choses qui passent pas bien par écrit, ou pas bien à l'oral, donc il va falloir accompagner et bien préparer aussi les équipes à gérer cette différence culturelle qui peut paraître des fois seamless, mais en fait qui au quotidien peut engendrer des frictions. Il y a aussi sur la partie localisation une dimension sales, des marchés différents à comprendre. Des fois on se dit par exemple en Europe on est tous européens, c'est facile. Non, il y a des géos un peu plus particulières, donc bien comprendre aussi ces enjeux de différence culturelle, même au niveau des sales. Ensuite, il y a la partie développement du produit. Donc nous, on a eu cette chance vraiment chez Datadome, on n'a rien révolutionné, on n'a pas pivoté depuis le début. On est parti sur de la bot protection et on s'est étendu un peu plus sur la partie online fraud. Donc de la bot protection, qui est une solution un peu technique, on parle un peu plus de lutte contre la fraude aujourd'hui. Mais au final, pas de pivot, c'est de la continuité dans le choix stratégique qu'on avait fait. Mais à mesure qu'on grossit sur ce choix stratégique, il y a des nouveaux compétiteurs aussi. Il y a des gens qui étaient peut-être un peu plus des partenaires avant, qui se retrouvent un peu plus compétiteurs. Il y a besoin aussi de plus d'expertise. Nous, par exemple, sur la fraude, si on fait de la fraude au paiement ou de la fraude à la pub, c'est des métiers un peu différents aussi. Donc, il va falloir qu'on rentre un peu sur ces marchés-là, qu'on sache bien se positionner en termes de positionnement sur le marché et qu'on comprenne aussi ces différences, ces enjeux sur les différents métiers. Et le dernier axe de croissance qu'on a choisi, c'est les différentes industries. On est parti très, très e-commerce français historiquement. Aujourd'hui, on a des boîtes qui font du gaming dans nos clients, des boîtes de finance, des boîtes d'événementiel. Voilà, on peut se dire ils font tous du web, c'est facile, mais en fait, non, ils ont des attaques différentes. Ils ont des ampleurs d'attaques différentes, des choses qui nous ont beaucoup surpris aussi dans le temps. Un wording un peu différent sur certains aspects, une culture métier un peu différente. Donc, même pour discuter avec eux, c'est pas toujours le même discours qu'on tient en fonction des différentes industries. Et le focus est différent. Les pain points pour lesquels ils viennent nous voir ne sont pas les mêmes suivant les industries. Notamment, je vous parlais de la partie e-commerce, c'est souvent des rafles de produits qu'on voit, c'est souvent du scrapping de prix. C'est pas le cas pour des réseaux sociaux qui vont être plus sensibles à la création de faux comptes, par exemple. Donc voilà, 3 enjeux à garder en tête. Les géos, c'est assez classique, hein, les géos, la partie scope produit et la partie industrie des clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la tech et pour le produit? Je vais arrêter de parler business. Donc voilà ce que nous on a connu, en tout cas chez Datadome. Quand je suis arrivé début 2019, on était une vingtaine de personnes dans la boîte et j'étais le 5e tech. Donc j'étais le premier manager tech. Ensuite, on a grossi un petit peu en 2020, 35 personnes 10 tech, 45 personnes 15 tech en 2021 et après ça a commencé à décoller un peu plus violemment parce que le facteur d'échelle est à peu près le même mais volume est différent. 90 personnes en début 2022 et en début 2023, on était 160. On va bientôt en fait arriver à 200 assez rapidement. 60 tech. Voilà, donc on est passé de 5 à 60 tech rapidement et à côté, ça s'est développé aussi. Donc on n'est pas les seuls tech de l'entreprise. Les équipes support et les équipes produits sont développées en parallèle. Sur les milestones, donc on a créé la présence aux US en 2019. 2020, les premières équipes tech se sont structurées. 2021,
On a créé le département produit, on a créé la division Singapour. 2022, on a commencé à promouvoir les premiers directeurs tech, donc le premier au management tech. On a eu un changement de CTO, c'est là que je suis passé CTO. Notre CTO historique est passé CEO, et donc je suis devenu CTO. 2024, on envisage d'avoir quatre leaders tech puissants, donc sur la partie infrastructure, la partie recherche, engineering et sécurité, c'est notre cœur de métier. Alors, au niveau des choix qu'on a fait sur cette structuration-là, pareil, je vous dis, c'est pas fait by the book, ne l'appliquez pas comme ça, réfléchissez avant d'appliquer ces principes-là. Mais voilà les nôtres. En tout cas, sur la partie produit, on a choisi d'avoir une seule roadmap pour la tech et pour le produit. Ça, je ne peux que fortement le recommander. On a un travers naturel qui est de faire une roadmap produit, une roadmap tech. Historiquement, on avait une roadmap produit qui était un peu plus pour le board, un peu plus pour les investisseurs, un peu plus pour les clients et l'externe. On a choisi d'avoir une roadmap commune interne-externe et de partager une vraie roadmap, un vrai tableau commun pour la tech et pour le produit. Ça veut dire qu'on a mis dedans la gestion de la dette technique, par exemple. Qu'on discute et qu'on challenge avec le produit pour voir où est-ce qu'on met la priorité au quotidien. C'est bien pour les équipes produits et tech de bosser ensemble comme ça et ça permet de bien gérer les priorités et de pas avoir différentes priorités dans la tête des techs. Il n'y en a qu'une seule et ça a été étudié avec le produit. On a choisi aussi de mettre un product manager par topic et j'inclus dedans l'infrastructure, même si ça paraît pas contre-intuitif. Avoir un PM sur l'infrastructure permet d'avoir un lead sur la dimension des coûts. En fait, il va venir voir l'équipe avec une dimension très pragmatique et pouvoir challenger l'équipe comme moi je le faisais historiquement, par exemple, en disant bah pour le business et pour le revenu, voilà ce qu'il faudra choisir. Donc ça permet de rationaliser un peu les choix et ça permet de donner un axe de réflexion différent pour les équipes tech qui sont des fois très focus sur la tech. Ça donne aussi une dimension de projets transversaux. On a des techs que vous avez vu structurés tout à l'heure en différents pôles. Ça permet d'avoir des projets transversaux qui vont piocher dans ces équipes et avoir moins de silotage dans les équipes parce qu'ils travaillent ensemble sur des projets différents. Au niveau des autres profils honneurs de la tech qui sont pas des gens du produit, on a les tech managers et les tech leads. Les tech managers, chez nous, le choix, c'est qu'ils soient encore hands-on. Pour bien gérer les sujets tech, on suppose qu'il faut qu'ils aient encore un rationnel très tech, donc ils mettent encore les mains dedans. Donc ils peuvent, en général, c'est sous la forme d'un sujet qui se garde. On ne veut pas qu'ils micromanagent non plus. Ils se gardent un sujet et ils continuent à le leader pour garder, pour être au day-to-day dans le code avec les gens de l'équipe. Ils contribuent, leur mission, ça va être de contribuer à améliorer la culture de manager aussi dans la boîte, donc renforcer tout ce qui est manager handbook et les best practices managériales au sein de la tech et au sein de l'entreprise. Relayer évidemment la vision corporate et l'aligner avec les objectifs au quotidien et préserver les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc des managers assez classiques. La particularité chez nous, c'est qu'ils sont plutôt hands-on. À côté de ça, on a les tech leads, eux qui vont être en charge de documenter vraiment tout le savoir-faire de l'équipe tech, donc dans Notion en interne, voire même à l'extérieur aussi. Ils peuvent faire des présentations externes. Donc vous allez voir leur tête par exemple sur notre site web si vous regardez le blog. Posséder donc des sujets techniques, donc vraiment incarner le sujet technique et être le focal point de ce sujet technique. Et ensuite former les juniors et les nouveaux sur les sujets techniques. Et évidemment préserver la culture tech. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a de différent avec la culture entreprise. Des petits aspects, des petits focus qu'on a travaillé à la tech en se réunissant en disant bah, c'est quoi la culture tech pour vous et qu'est-ce qu'on doit renforcer dans nos process de recrutement. Un des sujets qui est ressorti par exemple qui n'est pas dans les valeurs officielles d'Atadom aujourd'hui, c'est l'humilité. Les techs nous disent on veut pas de diva dans l'équipe, on veut garder des gens humbles et qui soient capables de se faire challenger sur leur proposition technique. Voilà, c'est un exemple de valeur tech qu'on a renforcé très fortement dans la tech elle-même et pas dans l'entreprise. Alors, comment on fait pour créer des team tech chez nous? À quel moment on le fait? Une des golden rules, c'est de dire on ne fait pas d'équipe tech avec plus de 15 direct reports pour les managers, sinon ils ne font plus que ça. Et donc, on veut qu'ils soient hands-on. Donc, idéalement, plutôt moins de 10. On se tolère entre 10 et 15. En général, ça commence à frotter un petit peu. C'est là qu'on se pose des questions de restructuration. On évite le multi-time zone dès qu'on peut. On a parlé tout à l'heure, avoir des équipes partout de par le monde engendre de la friction aussi. Pour le multi-time zone, on a coupé le choix en deux. Les équipes customer facing qui font pas mal de support, là, le multi-time zone a de l'intérêt. Ça permet de faire de la continuité dans le support client.
Pour les autres, tout ce qui est tech core, on évite. On évite. Aujourd'hui, on a réussi à ne pas le faire. On est tous français, voire européens, dans l'équipe, dans les équipes core. On le fait quand il y a une nouvelle expertise qui est requise. Par exemple, on a créé une équipe intégration quand on a vu que les sujets d'intégration chez nos clients devenaient vraiment un sujet à part, avec un domaine d'expertise dédié. Donc, on a forqué à l'époque l'équipe moteur avec l'équipe intégration. Donc voilà, c'est un pattern qu'on a reproduit pas mal depuis que l'équipe tech était une seule et même équipe. Et quand on voit apparaître des silos, notamment dans les daily meetings, ça c'est un petit trick que je peux vous donner, quand vous voyez dans les daily que des gens s'ennuient, qui regardent un peu au plafond quand d'autres parlent, et qui commencent à dire en fait ça c'est pas mon sujet, ça m'intéresse pas, c'est un des signaux faibles qui fait dire il faut peut-être splitter les équipes. Donc splitter les daily, du coup, engendrer une structure lead et managériale différente. Deux modèles chez nous, des modèles manager team, donc un manager tech fort avec une équipe en direct, plutôt pour les petites équipes en général, et un autre pattern qui est des managers, un manager, un ou des leads et l'équipe de contributeurs individuels. Du coup, donc ça, on peut avoir donc des leads par exemple qui own des composants différents et qui incarnent, qui font les focal points là-dessus. Ce qui permet au manager de déléguer, de se focaliser sur les sujets un peu plus macro, rattachés à la vision de l'entreprise et sur par exemple des sujets de réarchitecture globale quand ils voient arriver justement les sujets de scaling, quoi. Voilà, donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait chez nous, peut-être qu'on le changera dans le temps, mais aujourd'hui on en est là. Alors, un cas concret sur lequel on va commencer à zoomer ici, donc là on rentre un peu plus dans le concret. Quand on grossit, ça veut dire aussi qu'il y a un changement d'échelle de la base de clients, ce qu'on n'avait pas trop anticipé initialement quand on est tout petit. Donc là, on part du principe en 2021, enfin de l'action suivante. En 2021, on a choisi d'abandonner les petits pricing plans et de focaliser plutôt sur les gros comptes. On a vu qu'on commençait à attirer des gros comptes et se sont posés les sujets, bah, je vous dis de run, hein, au quotidien, il faut toujours faire des arbitrages sur le run. On s'est dit on passe beaucoup de temps au run à gérer des petits clients qui rapportent peu d'argent et on aimerait bien consacrer plus de temps à onboarder les gros clients qu'il y a dans le pipe. Donc on a choisi d'arrêter les petits pricing plans. Et ça, voilà, il y a eu beaucoup de débats en interne en disant est-ce qu'il y a de l'upsale, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce qu'on n'est pas en train de se couper un canal d'upsale potentiel? La réponse était non sur l'historique. On upsalait peu là-dessus, donc on a choisi de couper. Ça nous a apporté beaucoup plus de focus. On a eu donc moins de nouveaux clients en nombre, mais beaucoup plus de revenus au final, parce qu'on avait des clients plus gros. Ça nous a demandé aussi de cocher quelques cases avant d'aller cibler les comptes enterprise. Notamment, je vous ai pris un exemple ici, c'est SOC 2. On a dû être passer l'assessment SOC 2, ce qui nous a coûté du run et du temps aussi, par ailleurs, mais qui a un jalon à passer qui est capitalisé pour la suite. Donc, il y a tout un ensemble de prérequis pour aller cibler les comptes entreprises qui nous a coûté du temps aussi. Dropper les petits plans nous a permis de libérer du temps pour le faire. Les process de sales sont plus longs, donc il y a plus d'admin tasks à voir au quotidien. Et ça veut dire qu'il faut des équipes autour qui soient structurées, notamment l'équipe légale et l'équipe sécurité, par exemple, qui étaient nécessaires pour la revue des contrats et discuter du bout de gras, je dirais, avec les clients sur les négociations des contrats légaux. Ça veut dire aussi qu'on a eu plus de trafic qui venait d'un coup. Et là, c'est un sujet de scaling assez important, c'est pour les équipes tech, dire, hé les gars, on se prend, vous avez vu les milliards de requêtes qu'on traite par jour, on se prend 20% de plus potentiellement demain. Comment on gère ça? Parce que les techs vont toujours se dire, on va souffrir, la stack elle va souffrir, l'astreinte va sonner, potentiellement on va devoir serrer des boulons un peu en live pour arriver à faire tenir, comme ici, la barrique qui commence à exploser un peu. Il faut vraiment voir ça comme ça, on reçoit du trafic en continu. Donc arriver à avoir une culture qui accepte ça et se dire, ok, bah, il faut que les équipes soient alignées avec le business et acceptent le fait que bah, ça va être dur pendant un moment, mais c'est bon pour le business. Donc ça, c'est dans l'action immédiate. Évidemment, on va voir qu'on peut anticiper ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe tech? En tout cas, qu'est-ce qu'on a fait? Premier truc, c'est penser grand, se préparer au pire scénario. Nous, par exemple, aujourd'hui, si on signe Amazon.com et Walmart.com demain, ça fait un paquet de requêtes en plus. Et comment on gère ça? Donc, ce qu'on a fait, c'est documenter et mettre en place avec les tech leaders un plan d'urgence en mode on appuie, si ça arrive, on appuie sur le bouton. Et discuter bien en interne pour voir bah, si on appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse sauter quelques limites qu'on se fixe au run au quotidien
Par exemple, ici, j'ai dit brûler de l'argent. Voilà, si c'est pour accueillir un business qui va nous faire du revenu sur les années qui viennent, tant pis, on met le curseur sur l'argent. On prend un gros cluster comme ça chez AWS ou GCP. Ça coûte cher initialement, mais si ça permet de gagner des gros logos, on y va. Évidemment, si on fait ça, il faut aller discuter avec la finance pour avoir un plan sur le long terme, pour arriver à rebasculer sur une infrastructure potentiellement moins chère et amortir les coûts sur les 3, 6 mois à venir. Idéalement, cibler zéro coût si la vente se fait pas et qu'on a onboardé personne. Donc ça veut dire, par exemple, pour les techs, dire on déploie comme ça sur un gros cloud provider, ça veut dire il y a des scripts Terraform à prévoir, il y a choisir les bonnes régions, quand même faire attention aux coûts pour pas dépenser n'importe comment non plus. Donc il y a de la préparation à faire. Et au niveau de la tech, dire voilà, on se prépare à faire ce projet-là. S'il n'aboutit pas, c'est pas grave, c'est capitalisé, on est prêt pour accueillir un gros client. Mais si tant qu'il n'y a pas de process dans le pipe, on ne dépense rien et le truc est prêt. Ça veut dire aussi challenger les process existants. Par exemple, chez nous, le process de free trial qui était sacro-saint, parce que c'est du client qui rentre dans le pipe, dire au prospect, attention, si au-dessus de ce certain volume, prévenez-nous en avance dès que vous le savez, comme ça on peut préparer la tech à avoir un plan pour accueillir ce trafic. Deuxième enjeu sur la partie charge, il y a l'évolution de la charge de votre infrastructure au quotidien. Quand je suis arrivé, on avait un peu moins de 2 milliards de requêtes par jour avec une cinquantaine de clients. Aujourd'hui, on en a 12 milliards. Donc cette workload, elle a accompagné le business progressivement, pas linéairement, mais j'irais presque. Et c'est quelque chose qu'on peut déjà un peu plus anticiper. Le premier enjeu ici, ça va être essentiellement d'engager l'équipe au quotidien là-dessus. Donc d'avoir chez nous, on a renforcé vraiment une forte culture tech sur la scalabilité et la perf. Les tech core viennent nous voir, viennent postuler chez nous pour ces raisons-là. Ils cherchent le challenge sur la partie scalabilité et performance. Donc déjà, c'est le premier jalon. Il faut que les techs soient sensibles à ce sujet-là. Deuxièmement, nous, on a utilisé des beaux logos pour engager l'équipe. Quand on a signé Reddit, par exemple, ça a parlé beaucoup aux techs. Donc, il y a plusieurs beaux logos qu'on met en avant en disant, voilà, il y a ce prospect-là dans le pipe. C'est des beaux logos pour arriver à motiver l'équipe à bosser sur ces sujets. Évidemment, il faut avoir un plan. Donc là, on revient au débat classique de run versus build. Arriver à dégager du temps des techs pour qui prévoient cette workload qui va venir face au run. Et il faut focaliser, donc bien documenter ce plan et focaliser la tech sur ce plan. Il y a un sujet aussi de relation entre les sales et les techs. À la tech, on est plutôt hyper transparent, on communique tout et on essaye parce qu'on aime bien les problèmes, donc on communique les problèmes très, très largement. Versus les sales qui doivent être essentiellement très positifs. Et un sales qui va souvent prendre une réponse des techs en disant on peut pas accueillir la workload que tu as signée, évidemment, va être abattu. À l'inverse, un tech à qui on avait vendu une workload qui arrive et qui voit qu'elle arrive pas parce que le client en fait a pas signé, ça peut être source de frustration. Donc là, il faut vraiment arriver à faire bosser les deux. Donc moi en général, je sers et les managers tech servent de sas entre les deux pour savoir ce qu'on communique dans un sens et dans l'autre, pas pour masquer l'information, mais pour éviter le stress inutile et pour éviter la frustration quand on signe pas ou quand l'équipe tech est pas complètement prête à accueillir la charge, leur dire tout va bien se passer, on a un plan, vous inquiétez pas, dans 1 ou 2 semaines c'est prêt. Anticipation évidemment sur la partie workload. Donc la veille technologique pour un CTO c'est évident. Pour la partie tech, n'hésitez pas à la déléguer si vous n'avez pas le temps de le faire. En tout cas sur les C-level, donc CPO ou CTO, mon conseil c'est vraiment de surveiller le pipe sales, de pas lui faire confiance, c'est-à-dire même avoir un algo mental pour le qualifier quand vous voyez les prospects dans le pipe, savoir les qualifier, savoir regarder l'historique de ce qui a été signé dans le temps et vous bâtir un historique à vous pour challenger les chiffres des sales et challenger leur niveau de confiance. Je vous donne le mien, par exemple, pour le volume. Quand un sales me dit on a un prospect qui a 10 milliards de requêtes par jour qui arrive, je vais le confronter à SimilarWeb. Je vais regarder sur SimilarWeb le trafic avéré de ce prospect et le mettre en balance avec les clients qu'on a déjà pour faire une strike de 3 pour voir à peu près à quoi m'attendre. En général, je suis très proche de ce qu'on récupère à la fin, modulo s'il nous envoie l'ensemble du trafic ou pas. Donc bâtir 2 scénarios, bâtir un scénario très optimiste, sales, on va tout signer, c'est génial.
et un pessimiste tech en se disant, voilà, il y a des contraintes, il y a plein de sujets de blocage aussi au niveau tech qui va nous permettre ou pas d'accueillir ce trafic. Et basé sur votre historique, donc moi je suis là depuis un petit moment, donc c'est facile pour moi, mais n'hésitez pas à discuter avec des proches côté sales ou des historiques de la boîte pour comprendre ce qui a été fait dans le temps, bâtir un plan probable et en fait qui est celui qu'on a à chaque fois sur chaque quarter à la tech pour driver les équipes tech, ce qui permet de les engager dans le plan. Et n'hésitez pas aussi à challenger la stack courante. Donc ça, c'est mon rôle de CTO aussi de prendre la stack régulièrement tous les 3-6 mois, refaire le diagramme au tableau et se dire, OK, les bottlenecks, ils sont là, 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 là. Pourquoi on a ces bottlenecks là? Est-ce que ça va nous empêcher de grossir dans les mois qui viennent? À la fin, donc, un garde-fou que j'aime beaucoup, qui est la finance. Rapprochez-vous de votre CFO, si c'est pas déjà le cas. La partie cost, la partie finance, c'est le monitoring ultime pour moi au niveau tech. À la fin, tout se voit sur la facture. Donc, c'est le dernier jalon pour voir les choses qui se passent. Avec ça, on a repéré, avoir une bonne feedback loop entre la finance et la tech, ça permet de repérer de la workload qu'on a laissé tourner, qui n'était pas censé tourner, des optimisations de coûts qu'on pourrait faire sur les providers. Donc, c'est vraiment un gros driver pour l'optimisation et même l'optimisation tech. Des fois, on a fait des changements dans le code qui nous permettaient d'optimiser la partie financière et qui améliorent la perte aussi. Nous, on a choisi de dupliquer la stack pour grossir. Au moment où on a ciblé les US, on s'est dit, en fait, il y a deux raisons. Il y a une raison de proximité géographique pour le traitement des requêtes qui va finir par devenir un enjeu aux US comme ça l'est aujourd'hui en Europe avec les GDPR. Alors, la solution peut paraître un peu moche techniquement quand on en parle comme ça, mais c'est un vrai enjeu business chez nous et c'est une bonne solution rapide pour scaler. Donc, on prend notre stack, on la réplique ailleurs et du coup, on a réussi à scaler rapidement aux US. On l'a fait par petits bouts. D'abord le data storage, ensuite la partie processing. Mais on a en coche deux cases, utilité pour le produit et capacité à vite scaler pour la tech. Alors, se pose des enjeux après de est-ce qu'on le fait 2, 3, 4, 5 fois. Nous, on a choisi de dire on le fait N fois, on le design pour N fois et aujourd'hui, c'est facile pour nous de répliquer la stack sur une autre plaque géographique. Attention aussi à la diversification des providers. Plus vous en avez, plus c'est compliqué à contrôler. Moins vous en avez, plus vous pouvez optimiser les coûts potentiellement en négociant des discounts avec certains d'entre eux. Maintenant, moins vous en avez, moins vous êtes fiable. Donc attention, bien contrôler les providers sur la fiabilité et versus le coût. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. On choisit des fois des providers peu fiables, mais ils sont pas chers. Donc on développe une couche de fiabilité par-dessus. On s'assure que on est résistant à leur manque de fiabilité. Dernière partie, donc se scaler soi-même, scaler le CTO. Donc mon expérience, moi, c'est que j'ai commencé en 2019, j'étais le premier manager, mais j'étais très hands-on aussi. Je continuais à implémenter des choses. J'ai fait un peu de code dans toutes les parties de la boîte, enfin de la tech chez nous. Et mon focus a été essentiellement de rendre l'infrastructure plus fiable, donc justement prévoir ces next steps de scaling, entourer dès ma première semaine, entourer les bottlenecks qu'il y avait sur la stack et pouvoir designer le plan de transformation de la stack tech sur les mois qui suivaient. 2020, j'ai plutôt été focus sur l'organisation et les process. L'équipe grossissait, donc c'était mon gros focus perso. 2021, plutôt focus sur le produit. On a créé l'organisation produit, le product est arrivé, et on a commencé à développer cette synergie de roadmap dont je parlais tout à l'heure avec la tech et le produit. 2022, gros focus sur la partie infrastructure. On a nettoyé une bonne partie de la dette technique, repenser nos process de déploiement, etc. Donc pour prévoir le scaling qui est arrivé cette année, notamment. Et 2023, donc focus sur l'expertise technique et remettre une dimension d'innovation, repenser les process d'innovation chez nous, parce que l'équipe a grossi et redonner de la force d'innovation à la tech, encadrée maintenant par le produit. Donc pas que la tech innove dans une direction sans but marché, mais bosser avec le produit pour pouvoir bien cibler un marché sur lequel on veut aller. Qu'est-ce que ça veut dire et je regarderai vos questions après, je répondrai. Qu'est-ce que ça veut dire pour le CTO? Mes conseils, donc ça vaut aussi pour les CPO, hein, dans tous les C-level en vrai. Ne pas lutter contre le changement. Vraiment, ça peut être vu des fois, et, à la tech, c'est souvent le cas, surtout sur les équipes un peu core, dire ah encore un truc qui change, on n'a pas le temps de stabiliser, etc. Non, enfin, il y a des choses qu'on a choisi de faire vite ou de casser des fois, en mettant le curseur plutôt sur la partie un peu sale et après en nettoyant. Si on l'avait pas fait, on serait mort.
Donc, se dire, OK, bah, le changement, il est là, c'est le business qui le porte, c'est aussi ce qui nous paye notre paye à la fin du mois. On fait les bons compromis. Après, on a toujours un plan pour arriver à revenir dans la track classique. Pensez à vous aussi, prenez du temps pour vous, et ça vaut aussi pour les managers, hein, je dis ça à mes managers aussi, pour penser à votre focus et votre valeur immédiate. On passe souvent du temps à faire des trucs pour lesquels on n'a pas beaucoup de valeur. Alors des fois, on se fait engueuler. Moi, je me fais engueuler par mes managers en disant, mais arrête de faire ça. Si ta valeur, elle est pas là, en tout cas, file-le à quelqu'un d'autre plutôt. Et j'aime bien cette approche qu'on a entendue à plusieurs autres meet-up en disant, virez-vous tous les 6 mois. Apprenez à vous virer tous les 6 mois, vous réinventez tous les 6 mois. Quand vous êtes dans une phase d'hyperscaling, ouais, tous les 3-6 mois, il faut vraiment se poser. Et après, quand vos équipes sont constituées, forcez vos managers à le faire aussi pour voir où est la valeur. Là où on a de la valeur et on aime ce qu'on fait, là où on n'a pas de valeur et on n'aime pas ce qu'on fait, souvent c'est corrélé en plus. Une fois que vous avez ces sujets-là d'identifier, déléguez-les. Les sujets pour lesquels vous n'avez pas de valeur ou peu de valeur, ou vous jugez que c'est plus votre valeur, déléguez-les. Documentez et répliquez ces process-là pour vos direct reports. Moi, je l'ai fait à l'époque, j'ai poussé mes direct reports à le faire, ils le font maintenant pour leur manager. Ça permet de documenter tous ces frameworks que je vous ai décrits. Tout ce que vous avez réussi, documentez-les, comme ça c'est ancré dans la boîte et vous pouvez répliquer succès. Gros conseil sur lequel je me frite régulièrement avec les recruteurs chez nous, ne pas baisser la barre sur le recrutement. Les exigences, vous allez les définir, rationalisez-les et tout le temps que vous allez passer à intégrer quelqu'un qui ne fit pas ou qui est dur à gérer, bah, c'est du temps perdu au final. Donc choisissez où vous voulez mettre le curseur à mesure de votre scaling. Soit vous acceptez ces profils-là, ou vous acceptez de passer du temps à les reformer ou à les intégrer dans les équipes ou à gérer des frustrations. Soit vous dites j'ai pas le temps et dans ce cas-là vous fermez un peu plus le robinet sur le recrutement, vous êtes plus exigeant et vous avez des profils qui fit bien tout de suite et qui vous engendrent moins de run. Soyez curieux et empathique avec les autres C-level. Moi, c'est mon cas par exemple avec le CFO et CRO. Soyez curieux sur les sales, allez regarder ce qui se passe. Soyez empathique avec le CFO. Avoir de la synergie dans le codir et avoir des C-level qui fonctionnent bien en tant qu'équipe, ça permet aussi de fournir un discours cohérent aux équipes et de l'argumenter bien avec le pack de vente, par exemple, et le pack de finance. Voilà, j'étais vite. Normalement, je tiens à peu près le timing. Je regarde Mathieu pour voir si on est bon. Et on pourra prendre le temps pour vos questions après. En résumé, pour ceux qui sont potentiellement arrivés en retard, et si vous rejoignez que maintenant, vous avez la moelle du discours, choisissez et connaissez votre marché. Donc ça, c'est vraiment la partie vision. Donc ça, si vous êtes manager, vous maîtrisez moins. Si vous êtes C-level, vous maîtrisez plus dans le codir. Ça vous aide tellement à rationaliser les choses dans les équipes et à anticiper les changements. Quand vous avez la vision qui est claire, vous pouvez anticiper et ça vous permet d'engager les équipes. Vous faites rien sans ça. Embrassez le changement, vous luttez pas contre le changement, je vous ai dit, ça sert à rien. Au final, c'est de l'énergie gâchée. Anticipez plutôt ces changements-là, essayez et ça sera bien bien plus valorisant. Soyez proche de vos clients. Alors pour la tech, ça veut dire soyez proche des équipes support et CSM. Dites pas ils font ça et c'est leur métier et nous on est loin de ça. Moi je dis aux tech constamment, les équipes support vous déchargent d'un ensemble de bruit que vous imaginez pas. Donc soyez proche d'eux, essayez de les aider aussi au quotidien, ils vous aideront en retour. Et les équipes CSR pour connaître vos clients et connaître les retours des clients. Ça permet même aux équipes produits de s'alimenter sur les idées, collecter les retours, etc. Ça vous permet aussi de préparer la tech et le produit à tout changement qui vont arriver en connaissant bien les demandes qui arrivent. Je suppose qu'il y a un process produit qui se met en place, etc. Ce que nous, on a fait autour de 2020-2021. Définissez, documentez votre culture. Ça, c'est hyper important. Vous la choisissez, votre culture. Vous passez du temps avec les équipes pour définir ce que c'est que la culture de votre équipe. Ça vous permet de l'écrire et ça vous permet de la communiquer pour la renforcer. Si vous voulez pas perdre votre culture à mesure que la boîte grossit, si vous l'avez pas écrite, c'est mort. Donc, il faut vraiment l'incarner, la choisir. Il faut que les C-level et les managers la promeuvent. Et il faut que ce soit quelque chose de délégué et distillé dans l'ensemble de l'entreprise. Toutes les personnes qui participent au process de recrutement, ils connaissent nos valeurs tech et ils sont responsables, tout comme moi, d'être les garde-fous de la culture. C'est pas moi, à l'exec interview, qui dit j'invalide ce candidat parce qu'il coche pas toutes les cases en termes de culture. C'est fait en amont. Automatiser, documenter tout ce que vous pouvez, que ce soit les bonnes pratiques, les échecs qu'il y a eu, la prod qui éclate et faire des post-mortem aussi, voilà, c'est important parce que ça permet de rebondir, capitaliser.
Et à mesure que les équipes changent, évoluent, potentiellement, ça permet de capitaliser un savoir-faire. L'avant-dernier point, c'est penser grand. Donc, c'est pas la partie moonshot, qui a été bien documentée par Google il y a des années. Penser grand et toujours avoir un plan, parce que ça rassure les équipes tech quand ils voient le business arriver, pour scaler, donc pour avoir une croissance de 10-20% dans l'année constamment, quand vous êtes dans des phases de scaling ou d'hyperscaling. Et comment on fait pour scaler le produit à x2, x10. Donc ça, c'est moi ce que j'ai documenté dans les équipes depuis plus d'un an maintenant. Leur dire maintenant, il y a de l'inertie, un peu plus de temps pour refondre la stack technique, etc. Donc commençons maintenant à penser x10 pour qu'on soit prêt dans les mois, années à venir à accompagner cette charge-là. Et dans cette phase de x2, x10, pensez bien avoir deux plans, le plan long terme et le plan court terme, en mode pousser le bouton pour brûler de l'argent s'il faut, si vous en avez, si vous avez fait une bonne levée et que vous avez de l'argent en stock, pour accueillir du business qui nous permettra de continuer à grossir dans les années qui viennent. Donc pas perdre un gros prospect pour une raison technique, ce qui est vraiment dommage. Et enfin, donc optimiser vos communications internes. Donc je pensais notamment à la friction sales tech, même si on n'a pas beaucoup chez nous, euh, pour pouvoir engager l'équipe déjà et pas stresser les équipes des deux côtés, que ce soit sur le support ou les CSM, que ce soit sur la partie sales ou que ce soit sur la partie tech. Ils ont tous des focus différents, ils ont tous des niveaux de stress différents sur différents sujets. Donc arriver à avoir un discours qui arrive à les faire travailler ensemble sans ajouter de stress, c'est hyper fondamental. Voilà. J'essaie d'aller très très vite sur les sujets. J'espère que j'ai pas été trop vite, c'est que c'était pas indigeste. Un grand merci pour votre écoute. Et puis donc je vais passer la parole à Mathieu, puis on va rebondir sur les différentes questions qu'on pourra avoir, différents sondages qu'on pourra lancer. Super, merci Gilles, c'est vraiment très intéressant. On va faire une petite session de questions-réponses. Avant ça, on va vous proposer un petit sondage, histoire que tout le monde se réveille un petit peu aussi, parce que là, je pense qu'on a la tête dans toutes ces infos. L'idée, c'est de sortir vos téléphones et de flasher le petit QR code qui s'affiche sur votre écran et de répondre rapidement à ce sondage sur, pour vous, c'est quoi le plus gros enjeu de scaling? Est-ce que ça va être sur la stack technique, sur les équipes? Est-ce que ça va être le business ou la culture et les valeurs, comme le soulignait Gilles, qui était aussi très importante? Je vous laisse répondre à ça. Vous avez juste à prendre votre téléphone, à scanner et à donner votre réponse. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de TPC, The Product Pro. Donc, c'est nous, l'argent l'événement. Chez TPC, on a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. Pour ça, on a créé une communauté un peu sélective qui réunit les meilleurs talents côté dev, product, data et design. Et on est passé en 2 ans à une communauté de 10 000 membres qui s'aident à progresser, qui partagent leurs insights et leurs connaissances, etc., dans leur métier, avec des ressources techniques expertes, avec du coaching, avec des événements. On avait hier un apéro qui a réuni pas mal de monde. Voilà, il y a pas mal de moments comme ça. Et on aide aussi les membres à trouver leur prochain job avec les meilleures startups de la tech. Donc, on a un principe de sprint où on commence en début de mois et pour un mois, on essaye de mettre en relation un maximum de gens qui sont intéressés par une recherche d'emploi et des entreprises qui cherchent des gens, qui cherchent des talents, je veux dire. Donc, si ça vous intéresse, il y a d'autres QR codes qui s'affichent là à votre écran. QR code de gauche pour devenir membre, QR code de droite pour essayer de recruter avec nos services. Je serais très intéressé d'avoir vos feedbacks sur la communauté dans le chat après. En attendant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les résultats du Slido, de regarder un petit peu, et puis on va passer aux questions-réponses. Donc là, on a beaucoup les équipes qui sortent de manière assez majoritaire, assez forte. On a 20 personnes qui répondent. Donc voilà, les équipes, mais c'est vrai que tout dépend de l'humain, donc c'est pas déconnant d'avoir ça comme réponse. J'aurais pu m'attendre à la stack, qui visiblement n'a pas beaucoup de succès, et ça fait plaisir de voir que c'est les équipes. On va passer aux questions-réponses. Du coup, moi j'avais une question à te poser déjà, parce que tu parles beaucoup d'avoir un plan pour scaler x2, x10. Euh, et en gros, avec un business qui tourne de plus en plus, qui prend de plus en plus de place, je me demande où tu trouves le temps de planifier pour du x2 et pour du x10, parce que ça prend du temps. Tu l'as dit tout à l'heure, tu dois imaginer les scripts Terraform, tu dois imaginer. Alors, je me demandais si c'était lié au fait que le run prend de plus en plus de place. J'ai l'impression que dans votre business, peut-être que moins qu'ailleurs, on a des features qui s'accumulent, et que vous êtes plus à ajouter de la bande passante pour le run que pour build de nouvelles features. Est-ce que
c'est une piste de réponse ou pas. En tout cas, voilà, la question, c'est ça, c'est comment tu fais pour trouver le temps, malgré cette agitation, pour préparer l'anticipation des étapes nécessaires à la suite. Alors pour ta piste, non, je pense que non. En fait, je pense qu'on est comme tout le monde. Parce que le produit, il évolue, effectivement, constamment. Mais alors surtout, ce qui a changé notre complexité à mesure qu'on grossissait, et j'ai choisi d'occulter cette partie dans le talk parce qu'elle est très générale en fait. Et bah pour nous, par exemple, ça veut dire on multiplie le nombre d'intégrations. Plus on a eu de clients, plus on a eu de patterns d'intégration différentes sur les stacks web, et on a dû rajouter des intégrations, ce qui a donné lieu à l'équipe intégration dont je parlais tout à l'heure. Donc ouais, en fait, on a du run qui vient constamment. Les clients ont des particularités, ils ont des besoins particuliers aussi, ils ont des attaques différentes. Donc on a ce run qui vient toujours. Comment on fait pour trouver le temps? Eh ben, je te donne la même réponse que j'ai avec mes managers. Ben, faut le prendre. Faut le prendre. Au bout d'un moment, faut se dire, OK, ça, non, tant pis. Soit on le délègue, soit on l'outsource, soit, tu vois, on a choisi, c'est une partie de ça aussi. Des fois, on a choisi pour des petits sujets bien identifiés, de le faire développer par quelqu'un d'autre ou de recruter une personne différente. Mais il faut prendre le temps, il faut dire, OK, le curseur, on le met là. Et c'est des sujets que je traite aussi avec le codir en disant, là, j'ai besoin de budget, j'ai besoin de mettre les moyens sur cette dimension-là. Parce que si on le fait pas, dans 6 mois, on aura de gros problèmes. Ça vaut aussi pour les populations sales, hein, celles qui viennent de voir en disant, vas-y, 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 s'il te plaît, viens, toi, CTO, viens parler aux clients, s'il te plaît, parce que là, si tu viens, c'est bon, on le signe. C'est pas là qu'est ma valeur. Si tu m'empêches de faire ma partie build aujourd'hui, je ne pourrais pas te vendre de la feature en plus au quarter d'après. Mhm. Donc tu vois, c'est vraiment un truc à renforcer dans son esprit, se dire je ne suis pas, donc tu vois, je parlais d'élan tout à l'heure, au niveau du temps, il faut se dire je ne suis pas pris dans cet élan-là au niveau du temps, je choisis là où j'alloue mon temps. Et à partir du moment où tu as cette engineering de ton temps, et que tu dis c'est moi qui est maître de mon temps et c'est moi qui choisis, et ben la vie se passe beaucoup mieux. Et là, tu peux dire, OK, je mets du build, et après, tu t'alloues une partie de ton équipe sur les équipes sur la partie build. Je pense à l'infrastructure, par exemple, pour nous, je refuse d'allouer une équipe sur le build et d'allouer une équipe sur le run. Les deux sont mélangés, mais on gère les priorités de l'équipe en fonction du run et du build. Donc, ils tournent sur les priorités, les gens tournent sur le run aussi. Mais il n'y a pas des gens qui gèrent le quotidien et les gens qui construisent l'avenir. Je refuse à faire ça à la R&D. D'accord, super, super intéressant. Et j'imagine que c'est lié aussi au côté roadmap, où comme tu mélanges les objectifs tech et les objectifs produits et que tout le monde s'aligne pour qu'est-ce qu'on va faire ensuite, ça aide à pouvoir faire ça en Tu le bonne vois, tu vois, c'est intelligence. visible. Et c'est visible, j'ai laissé une vue, donc tu vois, on a une vue dans Notion avec tout ça, là, et j'ai laissé une vue pour que notre CEO, même lui, il puisse le voir et puisse dire, OK, c'est quoi la vraie workload? Et il voit la proportion de tâches de run versus build. Ce qui nous permet aussi de bien discuter avec le produit. Là, tu vois, on arrive en fin de quarter, ils m'ont fait l'estimation pour Q4, ils m'ont demandé quels sont les ratios de run build qu'on peut mettre dans les équipes. Et je mets un peu plus sur certaines équipes, je mets un peu plus de build, parce qu'il faut qu'on prévoie le scaling d'après. Donc ça simplifie tout en fait. Vraiment, c'est le conseil. Si vous avez un truc à retenir, c'est ne faites pas des roadmaps différentes entre la tech et le produit. C'est tellement plus simple quand vous le faites comme ça. Ça simplifie plein de Ça questions. permet de gérer en toute sérénité, parce que souvent, enfin, de mon expérience, la roadmap tech, elle est un peu sous-jacente, sous le radar, et il faut se débrouiller pour la caser entre le reste, et le reste prend du retard, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, c'est tellement plus simple quand c'est mélangé. Exactement. Et en plus, ça engendre de la frustration parce que tu viens avec une vision un peu décorrélée de la réalité, ou moi que j'appelle vision board un peu. Et en fait, si elle est pas ancrée dans la réalité, c'est engendre de la frustration pour tout le monde. Ceux qui attendent la feature, ils la voient pas arriver, comprennent pas pourquoi ça n'a pas été bien anticipé. Donc autant montrer les choses. Et voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir. Donc moi, on a trois tracks dans la partie roadmap, une track produit pur, une track d'aide technique et une track qu'on a appelée fast track, qui permet de gérer le quotidien. En fait, encore une fois, c'est embrasser le changement quotidien, dire OK, bon, on a du temps, du buffer de temps alloué pour ce qui va arriver. On signe un gros prospect ou quoi que ce soit, il faut faire quelque chose pour accompagner ce changement, ben, on a du temps budgété pour ça. Ok. On avait une petite question de Brice sur la roadmap unifiée aussi. On va Ouais. lui donner la parole pour qu'il la pose en direct. Euh, Gabriel, si tu veux bien donner la parole à Brice, s'il est toujours dispo. Brice, t'es avec nous? Hum, Lui, très présent, déjà qu'il est là. Brice, si tu nous entends, moi, je vais lire ce que tu as marqué. Il s'agit de. Donc, tu dis, tu parles de roadmap unifié product et tech et de l'importance du PM. Et la question, c'est comment tu intègres le PM sur les sujets tech et quelle plus-value a-t-il quand les sujets sont très tech?
Ouais, c'est une super bonne question. Je n'ai pas creusé le sujet. Merci de poser cette question parce qu'elle est hyper importante. On a deux profils PM en fait au niveau de la tech, les profils que je vais qualifier de PM très tech et de PM plutôt classique produit. Le PM très tech, on va le mettre sur des sujets comme le sujet d'infrastructure par exemple. On va le mettre dessus, les sujets core. On va avoir des PM très très tech dont le rôle va être de challenger la solution qui va être conçue par la tech. Donc en fait, ils vont concevoir la solution avec les techs, définir ce qui est la definition of done, vraiment se mettre d'accord là-dessus. Je donne un exemple. Un tech va dire, bon, on va publier une API pour un interne, un client interne ou externe. Le PM va prendre l'API, il va dire, OK, bah voilà, est-ce qu'elle est bien taillée? Est-ce que, elle a été conçue comme il faut par rapport aux besoins? Est-ce qu'elle va tenir dans le temps? Il va challenger toute cette partie de choix de design, voire aller challenger un petit peu les choix techniques. Il est en mesure aussi d'aller gratter les choix techniques, la scalabilité, etc. Dire, tiens, bah, j'ai fait un gros batch de requêtes. Est-ce que ça tient 100 000 requêtes, ton API ou pas? Donc voilà, ça va vraiment être du challenge au quotidien qui va être sur un prisme qui est un peu différent du manager ou du lead tech, un prisme un peu plus orienté produit et ce que j'appelais rationnel business. Donc le PM infra, par exemple, chez nous, il va avoir une dimension gestion des coûts. C'est lui qui va venir en disant, OK, moi je fais le pont avec les finances, on développe des ponts pour aller avoir une synergie finance-tech qui soit très propre et qu'on voit bien les impacts de la tech sur la finance directe. Et il va dire, bah voilà, ça, j'ai vu une optimisation de coût possible sur tel aspect. Il va venir challenger l'équipe en disant, tiens, est-ce qu'il y a une augmentation là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est bien du build, du run, etc. Donc c'est cette dimension de challenge avec deux prismes, soit le prisme pur produit pour les gens qui font le dashboard, par exemple. Il y a un besoin produit et je vais venir dans les daily meetings, je vais venir prioriser au quotidien les tâches pour m'assurer que ça avance, versus les PM un peu plus core tech qui vont venir challenger le design tech et puis les perfs, par exemple. Je sais pas si ça répond à la question de Brice. Oui, très, très clair, très clair. On a une question de Louis aussi sur les process. Si Louis est toujours parmi nous, je te propose de lui donner le micro. Donc, on a vu que Brice a eu un petit problème technique, il n'a pas pu prendre le micro. Louis est autorisé à parler. Est-ce que Louis, tu es parmi nous? Il est mute. Il est mute, Louis. Euh, Évidemment, ça ne marche pas super aujourd'hui, le passage de micro. Bon, du coup, est-ce Euh, que les process ou orgas sont poussés par les tech managers, c'est ça? Exactement, c'était ça. Oui, les process, donc c'est eux qui vont. Alors, les différents process et les process pure tech qui sont un peu agnostiques, je pense à l'organisation de la doc, par exemple. On a nommé des tech leads qui sont en charge de la structuration de la doc dans les différentes équipes pour pouvoir structurer ça. Donc, c'est un peu des projets à part. Sinon, les process tech et les orgatech sont poussés par les managers, ouais, les managers tech. C'est pas le lead qui fait ça, carrément. Ok. J'ai une question moi, sur les tech managers très hands-on, parce que c'est pas tout à fait la norme en général. Enfin, j'ai plusieurs questions, mais déjà, est-ce qu'ils sont tous OK avec ça? S'ils ont un background, j'imagine que ça se fait à la sélection à l'entrée, mais bon, c'est pas ce qu'on demande généralement aux managers. Et, euh, et c'est quoi les avantages et les inconvénients finalement? Alors, du fait d'être hands-on. Le Ouais, fait d'être hands-on, l'avantage, c'est, je te dis, en fait, tu es au fond de la mine avec les gens de l'équipe, tu vois, enfin, tu vois les travers des process de release, de code, c'est l'équivalent de s'asseoir à côté d'un dev et de vivre sa vie au quotidien. Donc là, tu le vois, tu collabores avec eux sur le même plan. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Ça permet aussi aux techs qui ont évolué vers le poste de manager de garder ce lien avec la tech, qui est précieux pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux. Et le travers, ça serait le micromanagement, tout le monde l'a pas aujourd'hui. Ça va se dire, bah, comme j'ai les mains dedans, je vois tout et du coup, je vais challenger tout et d'avoir un aspect un peu moins d'élégant. Nous, c'est pas ce qu'on observe au quotidien. Et après, avoir un manager non tech, c'est un choix assumé aussi. Nous, c'est ce qu'on va commencer à introduire, je pense, sur les niveaux head of, director, enfin, tu vois, sur les gros managers tech qui vont gérer des organisations et un peu moins des sujets. En fait, leur focus, il va être plus sur la partie hands-on, il va être plus sur la partie architecture, challenger les choix architecturaux parce qu'ils voient le besoin sur le business, ils voient le besoin de refonte d'un composant d'archi. Et là, moi, avec eux, je bosse plutôt sur la partie gros projet tech de refonte. Et après, ils gèrent le projet au quotidien avec les équipes et ils gèrent les privés. Mais ok. voilà, pour moi, ils sont toujours un peu hands-on chez nous. On n'a pas de pur manager qui va se reposer intégralement sur les tech leads. On pourra le faire à l'avenir avec les structures qu'on a mises en place. Ça pourrait être envisageable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a une perte de légitimité dans les équipes quand on a des managers comme ça en face des équipes.
Surtout si on est habitué à des gens qui savent de quoi ils parlent, j'ai envie de dire, c'est un peu radical, mais voilà, qui sont un petit peu bien au fait de ce qui se passe sur la tech et sur la stack technique. Donc c'est la valeur, c'est que tu vois, tu comprends bien les enjeux et tu es capable d'agir rapidement parce que tu comprends tout de suite les enjeux. Et nous, on est C'est une ça. boîte très tech, avec un produit très tech, donc c'est un peu un no-brainer pour nous. On a une petite question de Denis qui voudrait avoir des précisions aussi sur le sujet. Je vais lui donner la parole. On va faire un dernier test micro, espérant que quelqu'un puisse participer. Parce que Louis était en open space, donc il ne pouvait pas nous répondre malheureusement. Est-ce que... Je crois que Denis n'est plus dans le webinar, donc non plus. Ah, ok, décidément. Donc, Denis demandait tout simplement, est-ce que le fait d'avoir des tech managers en zone qui managent et qui dev en même temps, ça ne fait pas des gens un peu moyens dans les deux? Parce qu'effectivement, c'est des skill sets très différents. Et est-ce qu'on arrive à réconcilier les besoins en, en capacité de gérer proprement les choses et côté dev et côté management? Encore une fois, pour nous, non, parce qu'on a un sujet tech, donc il faut qu'il soit un minimum tech, sinon ils ne comprennent pas les sujets. Non, pour moi, ça donne pas quelque chose de moyen. Ça dépend d'où vient enfin, l'histoire de ton manager, qui vient de l'extérieur ou de l'interne. Nous, on a fait beaucoup de promotions internes. Donc, on a des gens historiques qui sont passés managers. Ils savaient pas, tu vois, comment manager, donc il a fallu les former sur la tech. Tu vois, ils avaient maîtrisé le sujet tech, donc pas de problème. Sur la partie management, il a fallu mettre en place les guidelines, etc., les accompagner sur la partie humaine. Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que dans les triggers qui nous poussent à promouvoir un tech en manager, il y a l'aspect préoccupation de l'humain. La question que je pose, c'est c'est quoi ton focus si tu veux devenir manager? S'ils me répondent, je veux faire grandir les gens de mon équipe, je veux les accompagner dans la croissance à mesure que l'entreprise grossit, c'est bon, c'est un no-brainer pour moi. Ça veut dire que leur focus principal, il est là. Et une fois que tu as ce focus-là, après, c'est pas un mauvais manager si tu le formes bien. Si tu as quelqu'un qui se préoccupe pas de l'humain et qui veut être manager pour avoir du levier sur la tech, c'est pas le bon call. Il faut mieux le mettre au niveau lead, qu'il ait de la transversalité du levier, mais pas s'il n'est pas focus sur son équipe, c'est pas bon. Ok. Donc voilà, nous on se plante pas en ayant ces garde-fous-là. Le manager, même technique, reste au service de l'équipe et c'est un fondamental C'est important. ça. Donc c'est pour ça que moi, je pense pas qu'il soit mauvais. Ça peut être que bon s'il veut garder cette fibre tech parce qu'il se dit je vais périmer si jamais je garde pas un pied dans la tech. Donc je veux garder un petit sujet sur lequel je continue de geeker entre guillemets. Et donc j'ai mon carré vert pour pouvoir bosser. Et à côté, j'ai mon rôle de manager. Après, s'ils veulent pas chez nous, s'ils veulent pas avoir leur précaré pour la tech, pas de problème. Mais ils ont un autre aspect, comme je disais, c'est architecture ou challenger les équipes sur les deliveries, sur la perf, etc. Mais ils restent tech. Ça marche. Et on avait une autre Arrivé au question. bout du webinaire, là, je pense on va pouvoir clore. J'aimerais que tout le monde, si possible, nous fasse un petit retour, une note sur 5 sur comment ça s'est passé, à quel point vous avez apprécié le talk, etc. Moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas, de voir cette approche et qui est un petit peu inhabituelle et qui a l'air de bien vous réussir. Et je vous souhaite encore beaucoup de bonheur. Euh, on fera du coup dans l'après-midi un récap par mail sur les points clés. On aura un replay d'ici quelques temps qui sera dispo aux abonnés, aux membres de la communauté par la newsletter. Et puis voilà, donc je vais vous souhaiter très bon appétit à tous et puis à bientôt pour d'autres lives. Et merci encore Gilles pour ces infos très intéressantes. Un grand merci pour The Product Crew, un grand merci à la communauté qui est géniale et continuez dans cette direction surtout. Merci pour votre écoute à tous et puis bon appétit. Merci, bonne journée. Au revoir.